Sous les néons scintillants de Las Vegas, des tireurs s'en prennent à des victimes sans défense et s'enfuient avec d'importantes sommes d'argent. Les autorités suivent une piste qui les entraîne de clubs de danseuses érotiques à des banlieues paisibles. Elles finissent par mettre le grappin sur les voleurs. Mais l'un d'eux réussit à s'évader de prison. Les agents du FBI devront alors affronter un homme qui est si désespéré qu'il n'hésitera pas à mettre en péril sa propre famille pour arriver à ses fins. Las Vegas. Le paradis des adeptes du jeu, un endroit où même les criminels tentent parfois leur chance. Dans la soirée du 21 décembre 1998, un couple ainsi que la jeune sœur de la femme se préparaient à aller travailler. La famille avait mis sur pied une petite entreprise de services d'entretien d'immeubles commerciaux. Soudain, deux hommes armés surgirent de nulle part et les forcèrent à monter dans leur propre camionnette. Pour l'équipe d'entretien, cette soirée de travail ordinaire venait de se transformer en épisode de terreur. Les tireurs bandirent les yeux de leurs trois otages et ils les ligotèrent. Ils entendirent les tireurs parler à une complice à l'aide de leur walkie-talkie. Les hommes semblaient connaître l'horaire de travail du personnel d'entretien. Ils circulèrent avec le véhicule jusqu'à 23 h, moment où la petite équipe devait commencer à travailler dans l'immeuble de la Bank of America. Les tireurs allèrent même jusqu'à se garer dans l'espace de stationnement normalement utilisé par les trois employés. L'immeuble abritait le centre névralgique des guichets automatiques de Las Vegas. Chaque soir, on y recevait l'argent liquide stocké dans les 1200 distributrices, ce qui représentait souvent une somme totale de plus d'1 million de dollars. Les bandits forcèrent les préposés à l'entretien à ouvrir la porte à l'aide de leur carte magnétique et en introduisant leur code d'accès. De cette façon, le système d'alarme ne serait pas activé. Les tireurs libérèrent le couple avant qu'ils puissent s'occuper de l'entretien des lieux comme d'habitude. Ils gardèrent la jeune sœur de la femme pour s'assurer que le couple obéirait à leurs ordres. À 23 h 30, arriva un fourgon armé pour prendre l'argent à mettre dans les distributrices pour la nuit. Conformément aux mesures établies, les deux gardiens commencèrent par appeler le service de sécurité de la banque pour s'assurer que personne n'était entré dans l'immeuble sans autorisation. On leur répondit que les seules personnes à l'intérieur étaient le personnel d'entretien. Seule, la camionnette des préposés était garée dans l'aire de stationnement. Dans l'immeuble, tout semblait normal. Les préposés à l'entretien avaient bien trop peur pour dire quoi que ce soit. La vie d'une jeune femme était en jeu.
Les gardiens ouvrirent alors le coffre-fort contenant 1 088 000 $, enveloppés dans des sachets et prêts à être distribués. Soudain, pendant que les tireurs désarmaient les gardiens, l'un d'eux tira accidentellement avec son arme à feu. La balle ricocha par terre et blessa l'un des gardiens à la poitrine. L'autre employé appela une ambulance. L'agent spécial Henry Schlumpf du FBI arriva sur la scène du crime. Il menait l'enquête. Ils étaient tous terrifiés. Ça nous a pris un certain temps pour les calmer et réussir à savoir ce qui était arrivé. Parce que les auteurs de ce crime étaient cagoulés, les descriptions qu'on a obtenues étaient plutôt vagues. C'était des descriptions générales. On était à la recherche de 2 hommes qui pouvaient être blancs, noirs ou d'origine hispanique, qui mesuraient entre 1,80 m et 1,90 m et qui pesaient environ 90 kg. C'est tout ce qu'on savait d'eux. Avec si peu d'indices, le moindre détail comptait. Les employés nous ont dit que lorsque les voleurs étaient entrés dans la banque, ils avaient semblé décontenancés en voyant le nombre important de caméras de sécurité. Ça nous indiquait qu'ils entraient dans l'immeuble pour la première fois. Ça laissait présumer que le vol n'avait pas été commis, selon toute vraisemblance, par des personnes travaillant à la banque. Les agents interrogèrent un camionneur qui avait vu les voleurs prendre la fuite. Le camionneur effectuait une livraison de fin de soirée dans un magasin du secteur. Il a aperçu 2 hommes sortir en courant de l'immeuble et jeter des sacs dans la boîte d'un pick-up Chevrolet blanc de modèle S10. Les autorités se mirent aussitôt à la recherche du véhicule des voleurs. J'ai demandé qu'on avise toutes les voitures de patrouille de chercher un pick-up blanc de marque Chevrolet de modèle S10. Peu de temps après, les policiers ont trouvé le véhicule à environ 500 mètres de l'immeuble, garé dans une rue résidentielle. Les enquêteurs vérifièrent le numéro d'immatriculation. Ironiquement, le véhicule faisait partie du parc de véhicules d'entretien de la police métropolitaine de Las Vegas. Il avait été volé une semaine plus tôt. Les enquêteurs interrogèrent ensuite les gens du secteur, notamment une femme qui vivait juste devant l'endroit où le véhicule était garé. Elle n'avait vu personne descendre du pick-up en question, mais plus tôt dans la soirée, elle avait remarqué la présence d'une autre camionnette au même endroit. Elle nous en a donné la description. C'était un pick-up blanc GMC Dually. Il s'agit d'un modèle équipé de 4 roues à l'arrière. Les policiers en déduisirent que la femme avait vu le véhicule que les voleurs avaient pris pour semer la police, une pratique courante dans ce genre de crime. Ils en avisèrent aussitôt les unités de patrouille. Quelques heures plus tard, ils apprirent avec soulagement que le gardien blessé avait été opéré et qu'il survivrait. Le lendemain, la banque évalua la somme volée. Le butin s'élevait à 1 088 000 $. À ce jour, il s'agit de la plus grosse somme jamais volée de l'histoire de Las Vegas. Même s'il n'y avait pas lieu de croire que des employés de la banque avaient orchestré ce vol, les agents du FBI, ne voulant rien laisser au hasard, interrogèrent tous les employés de la banque. Comme on n'avait pas récolté grand-chose, on a décidé d'interroger tous les employés de la succursale et les conducteurs de blindés, allant même jusqu'à soumettre certains d'entre eux à un examen polygraphique. Même si les agents n'obtinrent aucune information, cela leur permit de rayer les noms de tous les employés de la liste des suspects. Les auteurs du vol pouvaient avoir obtenu toutes les informations nécessaires en suivant le fourgon blindé et les gardiens. Assez rapidement, on en est venu à la conclusion que c'est ce qu'ils avaient fait. Comme les enquêteurs ne tenaient aucune piste, la Bank of America, de concert avec le convoyeur de fonds, offrirent une récompense en échange de toute information qui permettrait d'arrêter et de faire inculper les voleurs. L'agent Schlumpf leur suggéra le montant à offrir. Je leur ai dit d'offrir 50 000 $.
C'était une somme substantielle pour un vol de banque et ça ne manquerait pas de susciter l'intérêt du public. Les agents demandèrent la pleine collaboration des autorités locales. On a avisé les autorités aéroportuaires qu'on cherchait quelqu'un qui transporterait d'importantes sommes d'argent. On a aussi demandé au directeur des prisons de nous appeler si quelqu'un venait payer la caution de prisonniers en argent liquide. Une semaine après le vol de banque, le FBI reçut un appel du service de sécurité de l'aéroport McCarran de Las Vegas. Une personne les avait appelés pour leur demander si les détecteurs de métaux s'activeraient si elles transportaient une somme importante. Ils ont noté le numéro de téléphone de cette personne et nous l'ont donné. Grâce à ce numéro, les enquêteurs purent trouver l'adresse de l'abonné. Les agents mirent aussitôt l'endroit sous surveillance. C'était une résidence en banlieue de Las Vegas. Des gens entraient et sortaient de cette maison toutes les demi-heures. Quelqu'un arrivait et quelqu'un d'autre en ressortait aussitôt. Comme c'était plutôt étrange, ça a piqué notre curiosité. Après quelques heures, les agents décidèrent d'aller interroger les personnes se trouvant dans la maison. Hello, how are you? I'm Investigator Davis for the Las Vegas Police Department. This is Special Agent Reed. Yeah. Elle était professeure de piano et donnait des cours d'une demi-heure. Comme elle comptait aller dans l'Utah avec une somme de 3 000 $, elle avait appelé l'aéroport pour savoir si les détecteurs de métal s'activeraient à son passage. La piste se terminait en cul-de-sac. Les agents se retrouvaient à la case départ. Mais plus tard, le même jour, une femme appela la police métropolitaine de Las Vegas après avoir appris qu'une importante récompense était offerte. Elle affirmait détenir des informations sur le vol de banque. L'informatrice parla aux agents d'une stripteaseuse qui travaillait dans un club de la région. Elle s'appelait Jennifer Arden. Selon l'informatrice, Jennifer dépensait beaucoup d'argent depuis peu. Elle a pu nous donner son numéro de téléphone. En effectuant les vérifications d'usage, on a constaté que c'était la ligne d'une caravane louée. Le FBI posta des agents près de la caravane. Ceux-ci cherchaient un indice leur permettant d'identifier les deux voleurs et l'endroit où pourrait se trouver le million de dollars. À peine quelques minutes plus tard, un pick-up GMC blanc se gara dans l'allée. C'était le même modèle que le véhicule dont s'étaient servis les voleurs pour s'enfuir. Les agents vérifièrent le numéro de la plaque. Selon la régie des véhicules, la camionnette était enregistrée au nom de Tim Blackburn. Le conducteur entra dans la caravane pour en ressortir quelques minutes plus tard et partir. L'équipe de surveillance avisa sans tarder l'agent Schlumpf. Le fait qu'ils aient vu le pick-up GMC nous a permis d'obtenir un mandat de perquisition de la caravane. Quelques instants plus tard, une unité SWAT cerna la caravane. Pour exécuter ce mandat, on a dépêché plusieurs agents sur les lieux parce qu'on était à la recherche de suspects armés et dangereux. On a frappé et quand on a constaté que personne ne répondait, on a défoncé la porte et commencé nos recherches. Les agents de l'unité SWAT trouvèrent un homme à l'intérieur. Celui-ci s'identifia comme étant Riley Bates. Il déclara qu'il était le petit ami de Jennifer. Une équipe se mit à fouiller les lieux à la recherche d'indices, pendant qu'une autre se rendait au club érotique pour interroger Jennifer. FBI, I'd like to ask you a few questions, please. About what? You've been spending an awful lot of money. La danseuse a affirmé qu'elle dépensait l'argent qu'elle gagnait depuis les 4 dernières années comme stripteaseuse et déclaré qu'elle ne savait rien à propos du vol. Les agents dans la caravane poursuivaient leurs recherches. Dans la chambre à coucher, ils trouvèrent un imposant coffre-fort. Il semblait tout neuf.
L'endroit était miteux. Ce n'était pas le genre d'endroit où les gens aisés vivent. Et pourtant, ils avaient acheté ce coffre-fort tout neuf. Riley déclara que le coffre-fort appartenait à sa petite amie et qu'elle seule connaissait la combinaison pour l'ouvrir. Agent Durham, may I help you? Jennifer, what's the number to the combination of the safe? L'agent demanda à Jennifer de lui donner la combinaison. It's not my safe, it's my boyfriend's. It's not my safe. How La would- jeune femme répondit que c'était Riley qui la connaissait. She said she doesn't know what the combination to the safe is. The safe belongs to her boyfriend. On a alors dit à Riley Bates que sa petite amie avait déclaré qu'il connaissait la combinaison et il nous l'a enfin donnée. Yep, that's it. Dans le coffre-fort, le FBI trouva 50 000 $ en argent liquide et des sacs de marijuana. Told you, man, I was selling pot. I told you. Riley insista sur le fait que son argent provenait de la vente de marijuana et qu'il ne savait rien du vol de banque. Les agents croyaient qu'il mentait. Mais $1 million avait été volé. Où donc se trouvait le reste de la somme? Las Vegas, en décembre 1998. 2 voleurs armés avaient fait feu sur le conducteur d'un fourgon blindé et s'étaient enfuis avec un butin de plus d'$1 million. Grâce à un tuyau, le FBI avait obtenu l'adresse d'une caravane louée où l'on avait découvert un coffre-fort tout neuf contenant 50 000 $. Jennifer Harden, une stripteaseuse, avait déclaré qu'elle ne dépensait que l'argent qu'elle gagnait. Son petit ami, Riley Bates, affirmait qu'il avait gagné cette somme en vendant de la marijuana. Il restait maintenant aux agents à trouver le reste de la somme volée, soit plus d'$1 million. Le FBI fit appel à l'un de ses meilleurs interrogateurs, l'agent spécial Brett Shields, dans l'espoir que celui-ci réussisse à faire parler Riley. On voulait le faire sortir de sa zone de sécurité. On l'a donc fait asseoir dans ma voiture, où il serait plus nerveux que dans le confort de sa caravane. Riley Bates était un type sournois. Il savait qu'il était dans une position précaire à cause de l'argent qu'on avait trouvé dans la caravane. Il s'entêtait à répéter que l'argent du coffre-fort avait été gagné grâce à la vente de marijuana. Mais il nous semblait peu vraisemblable qu'il vive encore dans une caravane si ses affaires allaient aussi bien. On devait le convaincre qu'on pourrait l'aider à éviter des accusations pour la vente de marijuana, mais qu'il risquait d'être mis sur la liste des suspects pour le vol d'$1 million. Il a dit « Je n'ai commis aucun vol ». L'agent Shields et moi savions que nous étions à 2 doigts de découvrir la vérité. On a alors dit « Très bien, Riley. Vous n'avez pas commis ce vol, mais on croit que vous savez qui l'a fait. » Il a répondu qu'il s'agissait de son frère Robert et de son ami Tim. I think it's my brother and his friend Trent. Really? Yeah. Well, where is Tim right now? I don't know where they are right now. Riley déclara qu'il ne savait pas où se trouvait son frère Robert. Where are they? But I don't know where they are. Dans la caravane, les agents trouvèrent toutefois des jetons et des reçus du Luxor, un casino et un hôtel de Las Vegas. On a envoyé 2 agents au Luxor et ceux-ci ont parlé au gérant. Comme on le pensait, Robert Bates y avait loué une chambre. Le service de la sécurité de l'hôtel informa les agents que Bates dépensait de grosses sommes d'argent et qu'il réglait toutes ses dépenses en argent liquide. Located where, sir? That's in the southeast town. You see the types of items that they're purchasing in dollars. Judging from his guest À en juger par les dépenses de Robert Bates au Luxor, celui-ci se payait la grande vie depuis le vol. 2 agents surveillèrent la chambre de Bates jusqu'à ce qu'il rentre. Il était sous l'effet d'une quelconque drogue. Il était inutile de l'interroger pendant qu'il était dans cet état. Bring your hand back, behind your back. Dans la chambre d'hôtel de Bates, les agents trouvèrent des stupéfiants, une arme à feu et 5 000 $ en argent liquide. Ils se concentrèrent ensuite sur l'autre suspect, Tim Blackburn, l'ami de Robert.
On a commencé à surveiller la maison de Tim Blackburn. Des policiers et des agents ont ensuite cerné les lieux. On décida d'aborder Blackburn prudemment. Tim Blackburn avait 26 ans. Il mesurait 1,92 m et pesait près de 105 kg. C'était un expert en arts martiaux et il aimait autant se battre que collectionner les armes à feu. C'était un tireur accompli. L'équipe d'arrestation du FBI se mit en position. L'agent spécial Castle Nishimoto fait partie de cette unité tactique d'élite. Mon travail consistait à surveiller les rues. Je savais qu'il était armé, mais je ne le craignais pas vraiment, parce que je croyais que je pourrais le repérer rapidement depuis l'endroit où j'étais. Les agents s'approchaient de la maison pour parler aux occupants, quand un véhicule est arrivé dans la rue. La Jeep accéléra devant les agents. Le conducteur perdit le contrôle du véhicule. Le véhicule s'est arrêté et un homme en est descendu et s'est enfui. On a présumé qu'il s'agissait de Blackburn. Il s'est enfui en escaladant le mur derrière la maison et quelques clôtures. On a alors commencé à fouiller les parages. Le conducteur de la Jeep était la belle-sœur de Blackburn. Les autorités la mirent en détention préventive. Le FBI et la police de Las Vegas entreprirent ensuite des recherches pour trouver Blackburn. Deux pâtés de maison plus loin, une unité canine flaira l'odeur du fugitif. Une unité canine a trouvé Blackburn caché sous une terrasse dans une cour arrière. Un étui de revolver était attaché à sa cheville. Heureusement pour l'agent de l'unité canine, l'étui était vide. Blackburn avait perdu son arme en escaladant une clôture. Les enquêteurs fouillèrent ensuite la maison du suspect, pendant que les agents interrogeaient Tim Blackburn et sa femme Sophia. Ils offrirent une peine réduite à Blackburn en échange de ses aveux de culpabilité. Il refusa. Les enquêteurs poursuivirent les recherches dans la maison. Nos experts judiciaires sont très méthodiques. Ils ne font pas leurs recherches au hasard. Tout est d'abord photographié, puis les experts fouillent chaque pièce l'une après l'autre. Ils terminent ensuite par les fouilles à l'extérieur. Ils ont trouvé des menottes d'un modèle souple, comme celles qui avaient servi à menotter les préposés à l'entretien. Ils ont également découvert des walkie-talkies et de l'équipement de surveillance. Tôt le matin, ils ont trouvé plusieurs sacs dans la niche de la cour arrière de Blackburn. Les enquêteurs mirent la main sur plus de 900 000 $, soit 90% de la somme volée. Il nous a fallu environ 10 heures pour compter l'argent. Vers 16 heures, on a pu conclure qu'on avait retrouvé l'argent volé à la Bank of America. On fit accuser Tim Blackburn et Robert Bates de vol de banque, d'enlèvement, de détournement de véhicules et de l'utilisation d'une arme à feu dans le but de commettre un crime violent. Ils furent détenus provisoirement au centre correctionnel de Las Vegas Nord. Mais le FBI n'avait pas terminé son boulot. Les agents croyaient que Blackburn et Bates avaient des complices. Selon toute vraisemblance, une autre personne avait participé à ce vol, car pour faire le coup, il fallait plus que 2 personnes. Après avoir entendu l'alibi plus ou moins convaincant de Sophia Blackburn, les agents en vinrent à penser qu'elle était mêlée au crime. Je suis allé à plusieurs reprises chez eux pour parler à Sophia Blackburn, et chaque fois, elle a déclaré qu'elle ignorait tout du vol. Elle a aussi fourni un alibi pour Tim Blackburn le soir du vol. Elle a déclaré qu'il s'était trouvé avec elle pendant toute la soirée.
Elle n'a pas pu nous expliquer la présence chez elle de cette grosse somme et de l'équipement suspect. Elle était inquiète du fait que son mari soit en prison car elle devait s'occuper de leurs 2 filles toute seule. Elle se disait coopérative, mais ses déclarations étaient tout sauf plausibles. Comme elle n'a jamais modifié sa version des faits, on a vite compris qu'on n'obtiendrait rien de sa part. Jamais elle ne nous révélerait quoi que ce soit qui pourrait incriminer Tim Blackburn. Le 11 août 1999, soit 7 mois après le vol d'1 million de dollars, Sofia rendit visite à son mari en prison. Elle se servit d'un minuscule outil, accroché à un porte-clés, pour desserrer les vis qui maintenaient la vitre entre son mari et elle. Alors que le gardien de la salle de visite sortait pour escorter un prisonnier, Blackburn retira la vitre anti-balles. Tim Blackburn est passé par l'ouverture et s'est retrouvé du côté des visiteurs. La première porte s'est refermée et la seconde s'est ouverte avant que quelqu'un réalise ce qu'il venait de faire. Dès que la seconde porte s'est ouverte, il a bousculé tout le monde et il s'est précipité vers l'extérieur. Sofia sortit un pistolet qu'elle avait caché plus tôt et le lança à Blackburn. Tous les systèmes d'alarme se sont activés. Les gardiens à l'extérieur savaient que quelqu'un venait de s'évader. Alors que Blackburn tentait de s'enfuir, il se retrouva face à face avec les gardiens et une violente fusillade éclata. Le 11 août 1999, Tim Blackburn, accusé d'être l'auteur du plus important vol de banque de toute l'histoire de Las Vegas, s'évada de prison grâce à l'aide de sa femme Sofia. Voici l'agent spécial Henry Schlumpf du FBI. Ils ont tenté d'arrêter Blackburn, mais celui-ci a fait feu sur eux. Le pick-up garé dans l'aire de stationnement devait servir à son évasion, mais les gardiens ont riposté à ses coups de feu. Blackburn fut contraint d'abandonner le véhicule. Puis soudain, sa femme Sofia apparut à bord d'un rodéo Isuzu. En l'espace de quelques secondes, ils furent hors d'atteinte. L'évasion de Blackburn était à peine croyable. Beaucoup de prisonniers veulent s'évader, mais bien peu y parviennent. Ça nous indiquait à quel point ce Blackburn était imprévisible. À la recherche de pistes, les agents Henry Schlumpf et Brad Shields du FBI retracèrent les proches parents du suspect. Blackburn serait obligé de demander de l'aide à quelqu'un. Les agents surveillèrent l'immeuble où se trouvait l'appartement de la belle-sœur de Blackburn. Garé devant, se trouvait le rodéo Isuzu utilisé lors de l'évasion. Les agents vérifièrent les plaques d'immatriculation et découvrirent que c'était le véhicule de Sofia Blackburn. On a aperçu le véhicule dans l'aire de stationnement. Notre cœur s'est mis à battre très vite. Notre niveau d'adrénaline augmentait de plus en plus. Comme c'était un prisonnier fédéral, son arrestation tombait sous la responsabilité des marshals. J'ai donc appelé des marshals que je connaissais bien. On était appuyés contre son véhicule, sans savoir s'il allait sortir et s'approcher de nous, et s'il allait y avoir une confrontation avant l'arrivée des marshals. Après un moment de tension extrême, les marshals vinrent aider les agents du FBI à prendre l'appartement d'assaut. Mais Blackburn n'était pas là. Les agents demandèrent à la belle-sœur du fugitif si elle savait où se trouvait Tim Blackburn. Elle déclara l'ignorer. Quand ils lui demandèrent pourquoi le Isuzu de Sofia était là, alors que son Nissan Pathfinder à elle avait disparu, elle répondit que son véhicule était en réparation. Or, rien n'étayait sa version des faits. Les agents soupçonnaient Blackburn de s'être enfui avec le véhicule de sa belle-sœur. Au cours de la semaine suivante, le FBI poursuivit les recherches de Blackburn, de sa femme et de leurs 2 fillettes. Mais en vain.
Malgré tout, on continua de chercher le dangereux fugitif en faisant appel à toutes les ressources disponibles. Il y avait environ 40 agents, policiers, marshals, les agents du service de police d'Anderson et les employés du centre de détention. On a réuni tous nos effectifs et formé des équipes. On comptait interroger toutes les personnes ayant eu des liens avec Blackburn, fouiller sa maison et trouver tous les véhicules qu'il aurait pu utiliser. Les marshals annoncèrent alors aux agents du FBI qu'ils avaient aperçu le fugitif. On est arrivé au moment même où ils arrêtaient celui qu'ils croyaient être Tim Blackburn. J'ai immédiatement su qu'il ne s'agissait pas de Tim Blackburn, c'était son frère. Celui-ci était plus jeune et plus petit que Tim Blackburn, mais il lui ressemblait beaucoup. Pendant qu'on l'identifiait, on a remarqué que son permis de conduire était tout neuf. Il l'avait obtenu la veille. On lui a alors demandé ce qui était arrivé à son vieux permis. Le frère de Blackburn déclara qu'il avait égaré son permis de conduire. Les agents le soupçonnaient plutôt de l'avoir donné à son frère. Dans sa voiture, les agents trouvèrent un mot écrit par Tim Blackburn où il demandait à son jeune frère de lui prêter de l'argent. Cet homme, qui avait déjà été en possession d'1 million de dollars, devait maintenant compter sur un emprunt d'argent pour survivre. On a décidé de l'arrêter pour avoir été le complice d'un fugitif. Et c'est ce qu'on a fait. On a arrêté le frère de Tim Blackburn. Les autorités procédèrent ensuite à l'arrestation de la belle-sœur de Blackburn pour avoir menti aux autorités en affirmant que son Nissan Pathfinder était en réparation. Avec 2 membres de sa famille en captivité, les agents mirent au point un plan ingénieux pour contraindre Tim Blackburn à sortir de sa cachette. On voulait parler à un proche ami de Blackburn ce soir-là qui avait été videur dans un club réservé aux hommes. De tous les gens qui connaissaient Blackburn, certains l'aimaient beaucoup alors que d'autres le craignaient. Mais ni les uns ni les autres ne nous ont fourni d'informations sur lui, et son ami n'a pas fait exception à la règle. Au début, il ne voulait pas nous parler, mais il a fini par avouer que Tim Blackburn l'avait appelé peu après son évasion pour lui dire qu'il était en liberté. Il avait d'ailleurs entendu le bruit des sirènes derrière sa voix. Je lui ai alors dit qu'il était, selon nous, la dernière personne à laquelle Tim Blackburn avait parlé et qu'il allait vraisemblablement le rappeler. Et quand il le fera, lui ai-je dit, dites-lui que nous avons arrêté son frère et tous ses complices et que nous allons les faire payer parce qu'ils l'ont aidé. Je voulais, en exerçant une telle pression sur Blackburn, lui faire réaliser qu'il ne pouvait pas vraiment continuer cette vie de fugitif. Je voulais le pousser à se rendre aux autorités, peu importe où il se trouvait. Le lendemain matin, l'ami du fugitif m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait effectivement reçu un appel de Tim Blackburn et qu'il lui avait dit que nous avions arrêté son frère et sa belle-sœur. Quand je lui ai demandé comment Blackburn avait réagi, il m'a dit qu'il était en colère. 2 semaines et demie après l'évasion, l'agent Henry Schlumpf du FBI apprit que Blackburn était peut-être revenu à Las Vegas. Un membre de l'unité SWAT de Las Vegas m'a appelé. Apparemment, un de ses contacts savait où se cachait Blackburn à Las Vegas. Ça me semblait peu vraisemblable. J'ai suggéré à l'agent de demander à son contact comment s'appelaient les fillettes de Blackburn. Et de fait, l'informateur connaissait leurs prénoms. Au moins, ça prouvait qu'il connaissait Blackburn. L'informateur déclara que Blackburn s'était installé dans un motel qui hébergeait des clients à long terme. L'agent Schlumpf se rendit aussitôt au motel avec 2 agents de l'unité SWAT de Las Vegas. Le gérant déclara qu'il n'avait jamais vu les Blackburn auparavant. Selon lui, il n'était pas au motel. Malgré tout, l'agent Schlumpf loua une chambre pour surveiller les lieux. L'informateur semblait avoir mis les agents sur une autre fausse piste.
Mais ils refusaient d'abandonner les recherches. Ils décidèrent de vérifier toutes les chambres de l'établissement. On a décidé de mettre un plan au point. Le gardien de sécurité des lieux allait frapper à toutes les portes et aviser les clients que quelqu'un avait porté plainte contre eux parce qu'ils étaient trop bruyants. Je suivais les opérations quand j'ai vu cette porte s'ouvrir. C'était Sophia Blackburn. Elle a parlé au gardien. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle était radieuse, souriante et détendue, plus en forme que je l'avais jamais vue. Elle ne semblait pas être en cavale depuis 17 jours. Soupçonnant Blackburn de se terrer dans la chambre, l'agent Schlumpf demanda aussitôt des renforts. L'équipe d'arrestation et l'unité SWAT arrivèrent en moins de quelques minutes. L'unité SWAT est arrivée immédiatement. D'autres agents sont également venus, de même que plusieurs unités de patrouille et des marshals. On a alors commencé à évacuer les lieux. Chaque chambre a été vidée, sauf bien sûr celle que Blackburn occupait. Ensuite, on a fait ce que l'on fait dans 99% des cas quand on recherche un fugitif. Notre équipe d'arrestation a appelé à la chambre. La façon dont on procède, c'est qu'on dit à la personne « Écoutez, on sait que vous êtes là. Vous êtes cerné, vous ne pourrez pas vous échapper, alors sortez. » Je m'attendais à voir sortir Blackburn et je pensais déjà au fait que je le conduirais soit à la prison, soit ailleurs. J'étais dans cet état d'esprit, persuadé qu'il était là et qu'il sortirait, mais ça ne s'est pas produit comme ça. La négociatrice de l'équipe d'arrestation qui était au téléphone m'a alors dit que Blackburn voulait me parler. J'ai alors entendu la voix de Tim Blackburn. Je devais le garder au bout du fil le plus longtemps possible, car tant qu'il me parlait, il ne pourrait pas faire feu sur quelqu'un. Au début de la conversation, j'ai été plutôt compréhensif. Je lui ai dit que ça n'avait pas dû être facile pour lui d'être en cavale depuis 3 semaines. Il s'était retrouvé à seulement 10 minutes de la frontière mexicaine et il avait pourtant décidé de rentrer à Las Vegas. L'agent Schlumpf ne s'expliquait pas pourquoi Blackburn était revenu. Il craignait par-dessus tout que les enfants du fugitif ne soient avec lui. Son inquiétude monta d'un cran quand il entendit les rires des fillettes. L'unité SWAT avait pris position à l'extérieur de la chambre et s'apprêtait à passer à l'action si Blackburn montrait des signes de violence et s'il s'en prenait aux personnes se trouvant avec lui dans le motel, soit Sophia et leurs 2 fillettes. Il a dit « Henry, je suppose que vous ne pouvez pas nous laisser simplement partir. » Et je lui ai répondu « Vous savez que ça m'est impossible. » Tim était résolu à ne pas remettre les pieds en prison. Il a dit qu'il n'y retournerait jamais. Mais il avait fait feu sur un gardien et il nous était impossible de passer l'éponge. Schlumpf craignait que Blackburn n'ait des pensées suicidaires. Les autorités étaient aux prises avec une situation explosive. Un homme armé, sa femme et leurs 2 jeunes enfants étaient barricadés dans un motel cerné par la police. Le FBI et une unité SWAT avaient cerné un motel près du centre-ville de Las Vegas. Un violent braqueur de banque s'était barricadé dans une des chambres. Tim Blackburn était armé et très agité. Dans la pièce, avec lui, se trouvaient sa femme Sophia et leurs 2 fillettes. L'agent Henry Schlumpf du FBI tenta de convaincre le fugitif de se rendre.
Malgré la présence de négociateurs, Blackburn ne voulait parler qu'à l'agent Schlumpf, qui avait procédé à son arrestation quelques mois plus tôt à la suite du vol. L'agent Schlumpf supplia à la fois Blackburn et Sophia de laisser les deux fillettes partir. Je parlais en alternance avec Sophia et Tim Blackburn. Il me semblait qu'on progressait un peu quand je parlais avec Sophia. Puis, on faisait une petite pause, et elle parlait à Tim Blackburn et tout était alors à recommencer. Il avait une grande influence sur elle, parce qu'il était son mari. Elle craignait qu'il se tue si elle sortait avec les enfants. Et bien entendu, elle voulait éviter ça à tout prix. On prenait une pause, puis on rappelait de nouveau. Il y avait des hauts et des bas. Parfois, on croyait que la situation progressait, d'autres fois, on faisait quelques pas en arrière. So Henry, what's the best place to shoot myself in the head, huh? Il m'a demandé à quel endroit braquer son arme pour se tirer une balle. Je lui ai répondu qu'on pouvait parler d'autre chose et essayer de trouver une solution plutôt que d'en venir à ça. Blackburn déclara qu'il avait mis ses deux fillettes dans la baignoire pour les protéger. Mais les membres de l'unité SWAT étaient inquiets. Le fait qu'il ait forcé ses filles à s'asseoir dans la baignoire pouvait indiquer qu'il avait décidé de les tuer avant de mettre fin à ses jours. L'unité SWAT se préparait à faire exploser la porte au cas où l'on devrait secourir Sophia et les enfants. L'unité SWAT a mis une charge explosive contre la porte afin de pouvoir entrer rapidement si cela s'avérait nécessaire. Après 4 longues heures de négociations, Ils sont aussitôt allés au fond de la chambre, là où se trouvait la salle de bain pour secourir les enfants. Dans ce genre d'affaires, on ne peut pas perdre une seconde. Ils sont entrés au moment où Blackburn tombait après s'être tiré une balle. ils trouvèrent Sophia morte. Les deux enfants avaient reçu des projectiles à la tête et leur vie ne tenait qu'à un fil. Je les voyais courir à toute vitesse pour tenter de sauver les enfants. Les membres de l'unité SWAT les ont confiés aux ambulanciers, mais elles sont mortes dans leurs bras. J'étais atterré de voir que mes collègues de l'unité SWAT avaient tout fait pour les sauver, mais qu'ils avaient échoué. Même les enfants étaient morts. Notre boulot consiste à sauver des vies, mais dans ce cas-ci, nous avons échoué. J'étais anéanti, ça n'aurait pas pu être pire que ça. Plus tard, le coroner put conclure que les balles ayant ôté la vie à Sophia, aux deux fillettes et à Blackburn avaient toutes été tirées par ce dernier. Quelques mois plus tard, au siège de la Cour fédérale de Las Vegas, Riley Bates et sa petite amie plaidèrent coupables d'avoir eu en leur possession de l'argent volé. Comme ils avaient offert leur pleine collaboration à la police, ils n'ont écopé que d'1 an de prison chacun. La belle-sœur de Blackburn n'a obtenu elle aussi qu'une peine d'1 an d'incarcération pour avoir menti aux agents fédéraux et pour avoir entravé le processus d'enquête. Robert Bates a plaidé coupable de vol de banque et il a écopé d'une peine de 24 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, l'agent Henry Schlumpf a enfin fait la paix avec lui-même à la suite des événements tragiques entourant l'arrestation de Tim Blackburn. Au bout du compte, il est entièrement responsable de ce qui est arrivé. Il est revenu à Las Vegas pour faire exactement ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire mourir.
Je ne crois pas qu'il ait jamais eu l'intention de sortir de cette chambre ou de laisser quiconque en sortir. Les autorités de Las Vegas ne pourront jamais oublier la mort de 2 innocentes fillettes. Pour la police, l'affaire Blackburn est une histoire de désespoir. Le fugitif refusait de se rendre et il a entraîné ses proches dans la mort avec lui. À Las Vegas, les fortunes se font et se défont. Tout est affaire de jeu de hasard. Mais certaines personnes tentent de déjouer le sort en misant sur la violence. Un gang de voleurs sans scrupules s'attaque à des casinos et s'enfuit avec plusieurs milliers de dollars en laissant une traînée de sang derrière lui. La police et le FBI joindront leurs forces pour identifier les membres du gang qui ne s'arrêteront devant rien pour éviter d'être capturés. Las Vegas, au Nevada, le 20 septembre 1998. Il était près de midi au MGM Grand Hotel. Deux messagers armés, escortés par des gardiens du service de sécurité du MGM, transportaient l'argent du casino vers une sortie où les attendait un fourgon blindé. Puis, tout à coup, deux hommes armés les affrontèrent. L'un d'eux s'empara des armes des messagers. Ensuite, ils prirent 3 sacs contenant près de 350 000 $ en argent liquide et s'enfuirent par une porte de service. Les gardiens avisèrent aussitôt la police et le FBI. Des enquêteurs et des agents spéciaux furent dépêchés au casino pour y interroger les gardiens qui leur fournirent une description sommaire des assaillants. Les voleurs n'avaient laissé aucun indice derrière eux. Le MGM, tout comme les autres casinos de Las Vegas, dispose d'un important réseau de caméras de sécurité. Les agents du FBI visionnèrent les bandes vidéo où l'on pouvait voir le crime au moment où il avait été commis. À voir la façon dont un des tireurs tenait ses armes, l'agent spécial Henry Schlumpf croyait qu'il s'agissait d'un homme dangereux. Il est inhabituel pour un voleur de commettre un vol avec une arme dans chaque main. C'est même très rare. Ça montrait de quoi cet individu était capable. Okay, can you give me the outside tape? They go directly out to the sidewalk and down the street. Les agents visionnèrent également les enregistrements des caméras extérieures de l'établissement où l'on pouvait voir les voleurs traverser la rue en courant en direction de l'hôtel voisin. Les enquêteurs se rendirent à l'hôtel San Remo pour y visionner les enregistrements des caméras extérieures de cet autre établissement. Les voleurs étaient montés à bord d'une camionnette conduite par un troisième homme. Malheureusement, l'enregistrement ne fournissait pas de pistes solides, comme nous le raconte l'agent spécial Castle Nishimoto du FBI. Les images n'étaient pas assez nettes pour qu'on puisse lire le numéro de la plaque d'immatriculation. On pouvait voir certains chiffres, mais pas toute la plaque. On ne pouvait lire que les 3 premiers numéros, mais pas les lettres de l'alphabet qui suivaient.
Même si les données étaient incomplètes, les policiers se mirent à la recherche de la camionnette des voleurs. Malheureusement, ces recherches étaient longues à effectuer. Les efforts des policiers portèrent enfin fruit près de 2 mois plus tard, encore une fois au San Remo. Dans l'aire de stationnement du casino, ils identifièrent ce qui semblait être la camionnette en question. Les chiffres de la plaque d'immatriculation du véhicule étaient identiques à ceux qu'on avait relevés sur l'enregistrement vidéo. Les enquêteurs en déduisirent que les voleurs avaient attendu que la poussière retombe un peu avant de revenir au San Remo avec cette camionnette. Ils vérifièrent le numéro d'identification de la camionnette et découvrirent qu'elle avait été volée près de 3 semaines avant le vol du MGM. Quant au numéro de plaque, il correspondait à celui d'une voiture accidentée remisée dans une cour d'entreposage de Las Vegas. Can I help you? Yes, sir. Investigator Fleetwood. We're looking into some thefts that occurred. You need to speak to Jose. Le gérant de l'entreprise d'entreposage déclara à l'enquêteur de la police métropolitaine de Las Vegas qu'il ne savait rien du vol. Il lui suggéra de parler au gardien des lieux, José Vigoa. Il lui indiqua ensuite où se trouvait Vigoa en le pointant du doigt. L'enquêteur demanda au gérant d'aviser le gardien de l'appeler. Mais Vigoa n'appela pas l'enquêteur. Quelques mois s'écoulèrent et l'enquête cessa de progresser. Puis, le 28 juin 1999, soit 9 mois après le vol du MGM, un fourgon blindé recueillit un dépôt en argent liquide au casino du Desert Inn lors de sa tournée habituelle. Deux hommes armés affrontèrent les gardiens. Le conducteur du fourgon fut blessé au bras. Son collègue répondit au coup de feu, mais il fut touché à la jambe à 3 reprises. Lors de leur entraînement, les gardiens avaient appris à viser la poitrine de leurs assaillants. Les tireurs furent touchés par les projectiles, mais cela ne sembla pas les arrêter. Ils portaient sans doute des gilets pare-balles. Le gardien blessé parvint à atteindre le fourgon où il put se mettre à l'abri. Le conducteur prit la direction de l'hôpital. Les deux hommes survécurent à l'attaque. Moins de quelques minutes plus tard, la police de Las Vegas et les agents du FBI se retrouvèrent au Desert Inn. Une employée du casino déclara qu'elle avait vu les tireurs quitter les lieux à bord d'un véhicule utilitaire sport de couleur claire. Les policiers retransmirent l'information aux unités de patrouille. L'agent spécial Richard Beasley du FBI. Ma première impression a été que ces types avaient été très audacieux en s'attaquant ainsi à un fourgon blindé. Ils n'avaient visiblement pas peur de se servir de leurs armes à feu. On a trouvé beaucoup de douilles en laiton, à un endroit en particulier, et à un autre endroit, là où les gardiens du fourgon avaient fait feu. Les agents ne croyaient pas que ces tireurs étaient les mêmes que ceux qui avaient volé le MGM, car leur façon de procéder était différente. De par leur expérience, les enquêteurs savent que les criminels changent rarement leur mode d'opération si celui-ci a déjà fait ses preuves. L'agent spécial Brett Shields. Les voleurs avaient réussi leur coup au MGM en attendant les gardiens près de la porte. Or, au Desert Inn, les types se trouvaient à l'extérieur. Ils tentaient de voler le véhicule et son contenu. Dix minutes après son arrivée sur les lieux, l'agent Beasley apprit qu'on avait trouvé la voiture ayant servi à la fuite des voleurs. Un de nos policiers en uniforme patrouillait dans le secteur à la recherche du véhicule. Il l'a trouvé dans l'aire de stationnement d'un petit motel. On a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait des douilles de projectiles au fond et la douille d'un projectile de calibre 45 sur un des marchepieds.
Les enquêteurs trouvèrent également une bouteille vide dans le véhicule. Ils la recueillirent en espérant y relever des cellules d'ADN. Non loin de là, les agents interrogèrent un homme qui avait aperçu les hommes à bord du véhicule. Un homme qui promenait son chien a vu les types changer de véhicule. Un des voleurs a lancé un sac dans la boîte d'un pick-up. Ça a fait un gros fracas, peut-être à cause des armes à feu qu'il contenait. Les deux autres hommes sont montés à l'avant. Ils ont eu du mal à faire démarrer le véhicule. Le témoin avait alors vu les deux hommes travailler comme des fous sur la colonne de direction. Il se demandait si les types n'étaient pas en train de jouer avec les fils de contact. Finalement, le moteur démarra et les hommes partirent. Pourquoi les voleurs avaient-ils dû trafiquer les fils de leur propre véhicule? Ils avaient vraisemblablement garé le pick-up à l'avance dans cette aire de stationnement. Pourquoi donc n'avaient-ils pas la bonne clé? Ça nous est apparu étrange. On ne comprenait pas pourquoi ça s'était passé comme ça. Les agents notèrent alors la présence d'un pick-up de même marque et de même modèle, garé non loin de là. On a pensé qu'ils s'étaient trompés de véhicule, parce que le leur, pratiquement identique à l'autre, était garé non loin de là. Quand ils avaient constaté que la clé ne fonctionnait pas, ils avaient dû trafiquer les fils pour le faire démarrer. L'agent Schlumpf et moi avons alors regardé l'arrière de ce deuxième véhicule. Nous avons constaté que la plaque d'immatriculation était fixée sur une autre plaque à l'aide d'élastiques. Le FBI vérifia le numéro d'identification du véhicule et découvrit qu'il appartenait à un ex-prisonnier du nom de Pedro Duarte. Un des experts en scène de crime releva des empreintes digitales sur la plaque d'immatriculation du dessus. Après vérification, on découvrit qu'il s'agissait des empreintes digitales de Duarte. Cela indiquait que ce dernier avait posé cette plaque d'immatriculation volée sur son propre véhicule. À la demande des agents du FBI, le témoin accepta de décrire les trois hommes qu'il avait vus à un artiste judiciaire. Les enquêteurs espéraient pouvoir identifier des suspects à l'aide de ces portraits robots. Le lendemain, ils se rendirent chez Pedro Duarte pour lui poser quelques questions à propos de sa camionnette. J'avais le portrait robot avec moi quand j'ai frappé à la porte. C'est Pedro Duarte lui-même qui est venu m'ouvrir. J'étais estomaqué. Duarte ressemblait étrangement à l'un des hommes des portraits robots. Aux questions portant sur sa camionnette, Duarte s'entêta à dire qu'elle avait été volée. Les dossiers judiciaires indiquaient bien qu'on avait signalé ce vol, mais cela s'était produit quelques heures après la tentative de vol du Desert Inn. Il affirmait que sa femme et lui avaient eu quelques problèmes de couple et qu'il était parti se promener au centre-ville. Après avoir garé son véhicule, il s'était endormi sur un banc public. Duarte déclara qu'à son réveil, sa camionnette avait disparu. Ça n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'était vrai. Il était incroyablement effronté. Et son anglais était impeccable jusqu'à ce qu'on se mette à lui poser les vraies questions. Alors il s'est mis à nous dire « no habla ». Duarte déclara soudainement qu'il ne parlait pas anglais. Le sergent de la police métropolitaine s'est alors adressé à lui en espagnol. Et il a continué à dire qu'il ne comprenait rien. C'était un interrogatoire vraiment très frustrant. Les enquêteurs étaient persuadés de l'implication de Duarte, mais ils ne pouvaient rien faire à cause du manque de preuves formelles contre lui. On n'avait aucune réponse.
Pouvait-il mijoter un mauvais coup en se baladant au centre-ville? Tout à fait. Et avait-il pu voler des bijoux ou des sacs à main pour ensuite vouloir cacher son vrai numéro de plaque d'immatriculation pour un délit mineur? Tout à fait. Nous n'étions pas assez sûrs de nous pour l'arrêter. Et l'interrogatoire ne menait nulle part. Dans l'espoir de faire identifier Duarte formellement, l'agent Fields montra sa photo parmi d'autres aux témoins qui avaient aperçu les visages des voleurs du Desert Inn. Notre témoin n'a pas choisi sa photo parmi les autres. On devait donc trouver d'autres moyens de faire progresser l'enquête, soit en identifiant ses complices, soit en examinant ses dépenses. On a alors tout misé sur Duarte à ce stade de l'enquête. Afin de recueillir des indices compromettants sur le suspect, les enquêteurs le firent surveiller. Mais malgré quelques semaines de surveillance, il n'obtint rien. Au casino du Mandalay Bay, le 11 octobre 1999, 4 mois après la tentative de vol du Desert Inn, 2 messagers armés venaient de recueillir 88 000 $ et devaient le mettre en sécurité dans leur fourgon blindé, quand soudain, 2 hommes armés leur tendirent une embuscade. À l'automne 1998, 2 tireurs avaient commis un audacieux vol au casino du MGM Grand Hotel et s'étaient enfuis avec un butin de près de 350 000 $. Un an plus tard, des messagers recueillant de l'argent au casino du Mandalay Bay étaient tombés dans une embuscade. Les voleurs les désarmèrent rapidement et prirent la fuite avec 88 000 $ en argent liquide. Au bureau du FBI de Las Vegas, les agents visionnèrent les rubans magnétoscopiques des caméras de surveillance. L'agent spécial Brett Shields croyait que ces voleurs étaient également responsables du vol du MGM Grand Hotel. Quand on a vu la façon dont ils s'y étaient pris au Mandalay Bay, on a relevé de nombreuses similitudes. La façon dont ils les avaient abordés, la façon dont ils tenaient leurs armes dans chacune des mains, les bras en extension. Tout ça nous a mis la puce à l'oreille. Les enquêteurs examinèrent de près le dossier, à la recherche de tout indice qui aurait pu leur échapper jusque-là. L'agent spécial Richard Beasley. Brett Shields et moi étions au bureau à nous demander ce qu'on pourrait faire pour obtenir de nouvelles pistes et nous assurer que celles déjà explorées avaient bien été traitées. J'ai alors regardé par-dessus son épaule et j'ai reconnu un nom. Il s'agissait du nom de Vigoa, le gardien de l'entreprise d'entreposage que les enquêteurs n'avaient jamais pu interroger. Et la lumière s'est alors faite dans mon esprit. J'ai dit à l'agent Beasley, « Hey, si c'est le José Vigoa que je connais, alors ce type est à surveiller de près. » L'agent Shields avait déjà eu maille à partir avec Vigoa. J'avais arrêté Vigoa en 1990. C'était d'ailleurs l'une des premières arrestations que j'avais effectuées pour le FBI. En 1990, les agents du FBI enquêtaient sur José Vigoa pour trafic de cocaïne et s'étaient rendus à une entreprise d'entreposage munie d'un mandat de perquisition pour fouiller l'espace qu'il avait loué. Comme nos agents entraient pour commencer la perquisition, José Vigoa, qui était au volant de son véhicule, a accéléré et il a failli renverser l'agent qui se tenait devant lui. C'était un type comme ça. Il ne se laisserait pas arrêter par la police sans se battre. Il n'avait aucun respect pour la vie, ni pour quiconque, sauf pour lui-même.
Les enquêteurs vérifièrent l'espace d'entreposage de Vigoa. Ils trouvèrent une balance recouverte d'un résidu de cocaïne et portant ses empreintes digitales. Il fut par la suite reconnu coupable de trafic de drogue et de voies de fait sur un agent fédéral. Il passa 6 ans derrière les barreaux pour ces crimes. Shields se souvenait que Pedro Duarte avait été interrogé relativement à l'échange de coups de feu au Desert Inn. Or, Duarte était le beau-frère de José Vigoa. Pour les enquêteurs, il semblait maintenant que les 2 vols de casino étaient vraisemblablement reliés à l'attaque devant le Desert Inn. Les 3 crimes semblaient être le travail du même gang de voleurs. Les agents décidèrent alors de mettre Vigoa sous surveillance. Selon son agent de probation, celui-ci ne gagnait que 10 000 $ par an et il vivait dans une cabane près de l'entreprise d'entreposage où il travaillait. Or, l'agent Beasley découvrit qu'il vivait plutôt dans une maison de classe moyenne. On a examiné ses dépenses et découvert qu'il avait acheté cette maison quelques semaines à peine après le vol du MGM. C'était intéressant parce qu'on avait versé en acompte 19 000 $ en argent liquide lors de l'acquisition de cette propriété. Mais la maison n'était pas au nom de Vigoa. Elle avait été achetée par un certain Oscar Cisneros. Les agents soupçonnaient Vigoa d'avoir fait appel à Cisneros afin qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. En parlant avec l'agente de probation de Vigoa, on avait appris qu'il avait un petit boulot qui ne lui rapportait pas beaucoup d'argent. Il était évident que si la police apprenait qu'il avait fait d'importantes acquisitions, cela le rendrait suspect aux yeux de son agent de probation. Malheureusement, les recherches sur les moyens financiers du suspect ne firent pas progresser l'enquête. On n'avait pas encore de raison suffisante pour obtenir un mandat de perquisition de sa maison et de ses véhicules. On n'était pas encore prêt. Même si on avait eu un minimum de renseignements nous permettant d'obtenir un mandat, on n'était pas prêt à l'exécuter. On devait recueillir davantage d'indices pour procéder à l'arrestation de ce suspect et le faire inculper. On ne voulait pas se contenter de fouiller sa maison. Les agents continuèrent de surveiller Vigoa. Cinq mois plus tard, le 3 mars 2000, dans la banlieue voisine d'Henderson, la police et le FBI répondirent à un appel d'urgence à la suite d'une attaque sur un fourgon blindé devant le magasin Ross Dress for Less. 2 gardiens avaient été abattus. À notre arrivée, les policiers avaient posé un ruban de sécurité et il y avait des voitures partout. Les témoins étaient éparpillés tout autour et le corps d'un des gardiens de sécurité gisait dans l'aire de stationnement près du fourgon. Ce n'était pas beau à voir. Selon les témoins oculaires, un fourgon blindé s'était garé devant le magasin vers 11h15. Un des gardiens était alors entré pour prendre le dépôt de l'établissement en passant entre 2 mini-fourgonnettes qui, selon les témoins, étaient garées là depuis tôt le matin. Les voleurs s'étaient rués sur le gardien dès sa sortie du magasin. Le gardien avait alors saisi son arme et fait feu, blessant un des tireurs au genou. Le complice du tireur avait alors ouvert le feu avec son fusil d'assaut, tuant presque instantanément le gardien. Il avait ensuite reporté sa colère sur le conducteur du fourgon. Le chef de la bande s'était emparé des sacs d'argent. Les 3 hommes s'étaient enfuis ensuite à bord d'une berline beige. Le butin était évalué à moins de 5 000 $. Le degré de violence de ce crime était inquiétant. La quantité de projectiles tirés était incroyable. Et ces types avaient assassiné les 2 gardiens de sécurité de sang-froid sans motif valable. Quelques heures plus tard, les policiers retrouvèrent la voiture des voleurs abandonnée dans une aire de stationnement. L'agent spécial Henry Schlumpf enquêtait sur cette affaire.
À notre arrivée, on a aperçu du sang sur le siège du conducteur. Des témoins du vol avaient déclaré que l'un des voleurs avait été touché par un projectile. Un expert recueillit un échantillon de sang pour en obtenir l'ADN. Les agents vérifièrent les numéros de plaque de la voiture ainsi que celles des 2 mini-fourgonnettes laissées par les voleurs sur la scène du crime. Ils découvrirent bientôt que les 3 véhicules avaient été volés à une entreprise de location de voitures. Le groupe d'intervention fut incapable d'identifier formellement les auteurs du vol, mais il y avait lieu de croire qu'ils étaient également responsables d'une série de vols commis dans des circonstances semblables au cours des 18 derniers mois. Ces crimes avaient été reliés, du moins de façon indirecte, aux ex-prisonniers José Vigoa et Pedro Duarte, le beau-frère de Vigoa. Mais sans preuve concrète de la culpabilité des 2 hommes, l'enquête était au point mort. Le 3 juin 2000, 3 mois après le double homicide du magasin Ross, il était environ 6 heures du matin au Bellagio. Les employés du casino comptaient les recettes de la nuit dans la pièce réservée à cet effet. Les tireurs forcèrent les employés terrifiés à s'asseoir dans un coin avant de vider leur tiroir. Ils s'emparèrent de 144 000 $ en liquide. Mais les tireurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils voulaient davantage d'argent. Ils s'en prirent à une caissière qui échangeait des jetons contre de l'argent. Cette fois-ci, les voleurs laissèrent la caissière partir. Ils s'emparèrent d'un autre 10 000 $. Un gardien de sécurité aperçut alors la caissière s'enfuir sur les écrans témoins des caméras de sécurité. Il fit un zoom avant pour mieux la voir. Le gardien alerta aussitôt ses collègues du service de sécurité tout en voyant les voleurs s'enfuir du bâtiment par une sortie de secours. Les voleurs sautèrent à bord d'une mini-fourgonnette et s'enfuirent avec plus de 150 000 $. Ils ignoraient que des gardiens du Bellagio les suivaient à bord d'une camionnette et qu'ils alertaient la police. Quand ils aperçurent les gardiens à leur trousse, ils réagirent avec violence. Une balle perfora un des pneus du véhicule des gardiens, mettant ainsi un terme à la poursuite. Heureusement, aucun des gardiens ne fut blessé. Ceux-ci fournirent aux policiers la marque et le modèle du véhicule des voleurs, de même que son numéro de plaque. Quand l'agent spécial Brett Shields du FBI apprit les détails de l'affaire et qu'il apprit comment les voleurs avaient réagi en s'apercevant qu'ils étaient suivis, il sut que les mêmes suspects étaient encore à l'œuvre. On voyait bien la mentalité de ces types. Ils n'allaient certainement pas se laisser capturer. Il y aurait une fusillade et ils tenteraient de s'enfuir. Ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour nous échapper. Au service de la sécurité du Bellagio, les agents demandèrent à l'agente de probation de Vigoa de visionner les rubans des caméras de surveillance en espérant qu'elle pourrait l'identifier formellement. En regardant ces images, elle a pu affirmer qu'il s'agissait bien de José Vigoa. C'était le coup de chance tant espéré par les agents. Ceux-ci obtinrent le mandat d'arrêt de Vigoa, mais ils étaient inquiets, car celui-ci ne se laisserait sûrement pas capturer sans se battre. À Las Vegas, le FBI avait enfin identifié l'ex-prisonnier José Vigoa, qu'on présumait être le chef d'une bande de voleurs brutaux ayant déjà tué 2 personnes. Les agents obtinrent un mandat d'arrêt de Vigoa et s'apprêtaient à procéder à son arrestation. L'agent spécial Brett Shields du FBI. Un de nos véhicules était garé en face de chez lui.
Les membres de l'unité SWAT de la police métropolitaine devaient l'arrêter à la pointe de leur arme à feu. Ils sont descendus de leur véhicule et ils ont braqué leur arme sur lui. J'ai alors contourné le véhicule de l'unité SWAT. J'étais juste à côté du suspect. Je lui ai montré mes papiers d'identité et il a fait comme s'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Comme la voiture en face de lui était garée à une bonne distance, il a pu démarrer et s'engager dans la rue. La poursuite était extrêmement dangereuse, atteignant des vitesses supérieures à 160 km/h. Le suspect ne ralentit pas, même pour quelques secondes. Quelques kilomètres plus loin, cependant, il perdit la maîtrise de son véhicule et emboutit un arbre. Il est alors descendu de son véhicule et s'est enfui à pied. Il a escaladé une clôture et a complètement disparu de notre vue. Les membres de l'unité SWAT se mirent à la poursuite de Vigoa pendant que l'agent Shields inspectait la voiture accidentée. À sa plus grande surprise, il trouva la femme de Vigoa assise sur le siège du passager. Elle fut conduite au poste, mais libérée peu de temps après quand les enquêteurs eurent déterminé qu'elle n'avait aucun lien avec les crimes de son mari. Sur la banquette arrière, l'agent Shields trouva également la fillette de Vigoa. Sa femme et sa fille étaient en voiture avec lui. Il n'a eu aucun égard pour elle. Il les a plantées là et les a laissées affronter les policiers qui braquaient leurs armes sur elle. Les membres de l'unité SWAT interceptèrent enfin Vigoa. Je suis arrivé au moment où on l'arrêtait. Il était arrogant. Il disait « Vous n'avez pas le droit de me toucher, c'est moi le patron ». Et j'ai répliqué qu'on pouvait effectivement le toucher, que c'était d'ailleurs la fin pour lui et qu'il ne verrait plus jamais la lumière du jour. Pour faire condamner le suspect, les agents devaient obtenir davantage de preuves contre lui. Un mandat de perquisition en main, les policiers entrèrent dans la maison de Vigoa et trouvèrent près de 100 000 $ en argent liquide, mais aucune preuve de son implication dans les vols. Après avoir mis Vigoa en détention, l'agent spécial Richard Beasley concentra ses efforts sur Oscar Cisneros, l'homme qui avait signé les papiers pour l'acquisition de la maison de Vigoa. On devait parler à Cisneros des biens qui étaient à son nom, mais dont jouissait Vigoa. On lui a dit que José Vigoa venait tout juste d'être arrêté relativement au vol du Bellagio. On voulait lui parler de sa relation avec lui et des vols qui avaient été perpétrés dans la région de Las Vegas. Je lui ai aussi dit que nous voulions fouiller sa maison. Cisneros nous a alors dit qu'il acceptait de nous parler et de nous laisser fouiller les lieux. Et il a carrément signé le formulaire de consentement sur le capot de ma voiture, ce qui nous autorisait à fouiller sa maison. Les experts fouillèrent les lieux pendant que l'agent Beasley et un enquêteur d'Anderson interrogeaient Cisneros. Il nous a parlé de sa relation avec Vigoa et des biens qu'il avait mis à son nom personnel, mais dont Vigoa avait l'usage. On voulait savoir d'où venait cet argent. Cisneros nous a dit qu'il avait rendu ce service à son ami. Ce n'était pas son argent, mais il avait voulu l'aider. On lui a demandé s'il avait eu des contacts avec Vigoa au cours des dernières semaines. Et il nous a dit que celui-ci était venu lui porter de l'argent quelques jours plus tôt. Il ne connaissait pas la provenance de cet argent et ignorait combien il y avait. C'était, selon lui, une somme que Vigoa lui avait donnée pour le remercier d'avoir bien voulu mettre la maison à son nom. Même si Beasley exerçait de la pression sur Cisneros, celui-ci s'entêtait à affirmer qu'il ne savait rien des crimes. Il était très calme.
Il se maîtrisait très bien et maintenait qu'il ne savait rien. Il disait qu'il travaillait fort pour payer ses factures, soutenir sa famille et mener une vie normale. Dans la chambre à coucher, les enquêteurs trouvèrent une boîte pleine d'argent liquide. Cette découverte était suspecte, mais elle n'était pas compromettante. Après avoir fouillé la maison pendant 1 heure sans succès, les enquêteurs eurent l'idée de se mettre à la recherche de compartiments cachés. Ils trouvèrent alors une incroyable quantité d'indices. L'agent Beasley alla s'entretenir avec l'équipe de recherche. Ils ont dit, Rich, ça y est, on a trouvé. Il y avait un compartiment caché dans son placard. Il contenait tout ce qu'on espérait trouver. Il fallait déterminer si les effets cachés dans le placard avaient servi lors des vols. Je suis alors retourné auprès d'Oscar et je lui ai dit, « Oscar, on a trouvé le compartiment caché dans votre placard. Qu'est-ce qu'on va y trouver ?» Et il a soupiré en regardant par terre et a dit « les armes et tout le reste ». À ce moment-là, j'ai compris qu'il allait être un allié précieux pour nous, plus que je l'avais espéré au départ. L'agent lui demanda d'expliquer la présence d'une cicatrice à son genou. Je pouvais voir une blessure de projectile sur la partie interne de son genou. Shot? Where? At Ross. On nageait littéralement dans le bonheur. On venait d'identifier l'homme qui avait été blessé au magasin Ross et on était en bonne voie de résoudre cet homicide. Il a demandé combien de temps il devrait passer en prison. On lui a dit qu'il était impossible de répondre avec précision à cette question, mais qu'il pouvait être passible de la peine de mort à cause des meurtres et des vols avec circonstances aggravantes. Et il a continué à nous interroger sur la peine qu'il risquait d'écoper. Il a fini par avouer avoir commis les meurtres du magasin Ross, d'avoir participé à la tentative de vol du Desert Inn et d'avoir commis les vols du MGM, du Mandalay Bay et du Bellagio. Okay, the lead guy is Jose Vergara. That's the lead guy. On a appris par Oscar que Vigoa était le chef de la bande. C'était lui qui organisait tout et qui décidait où ils allaient attaquer. Quant au beau-frère Pedro Duarte, il avait participé au vol pour la dernière fois lors du coup du Desert Inn. Par la suite, ils avaient fait appel à un autre complice, Luis Suarez. Ce dernier avait été mêlé au meurtre du magasin Ross. Je crois que Cisneros a passé aux aveux parce qu'il regrettait vraiment ce qui était arrivé. Pas tant les vols que les meurtres des 2 gardiens du fourgon blindé. Pendant que Cisneros poursuivait ses aveux, les experts examinèrent les indices trouvés dans la chambre à coucher. Ils ont mis chaque objet en sécurité en s'assurant de ne pas détruire les empreintes digitales ou toute preuve génétique. Vers la fin, ils ont trouvé ce qui semblait être des bombes tuyaux dans ce placard. Il y avait 4 tuyaux noirs en PVC de 10 cm de long et auxquels étaient attachées des cartes de circuit imprimées. Les enquêteurs demandèrent des explications à Cisneros. Ils voulaient savoir s'il s'agissait de vraies bombes. Et Oscar a dit « Non, pas vraiment ». Mais son ton n'était guère convaincant. J'ai dit « Je vais vous le demander une 2e fois. De quoi s'agit-il » Et il m'a répondu « On n'a fait que s'amuser un peu, vous n'avez rien à craindre. » Ces réponses vagues nous ont poussés à évacuer la maison.
ainsi que les maisons voisines. Après avoir recueilli tous les indices, les agents sortirent de la maison, laissant les bombes tuyaux derrière eux. On a appelé l'escouade anti-bombes pour qu'elle examine les bombes. Les experts ne pouvaient pas les radiographier parce qu'elles étaient en PVC. Ils ont alors décidé de les faire exploser directement dans la chambre à coucher. En se basant sur les aveux de Cisneros, les enquêteurs procédèrent à l'arrestation de Pedro Duarte pour avoir conduit la voiture lors de la tentative de vol devant le Desert Inn. Les enquêteurs se préparèrent ensuite à arrêter le dernier complice, Luis Suarez, mais ils apprirent qu'il avait quitté l'État. Les experts en balistique purent établir que les armes trouvées chez Cisneros avaient tiré les projectiles meurtriers du magasin Ross et provoqué la pluie de projectiles du Desert Inn. Ils trouvèrent également des preuves de la culpabilité de Vigoa. On a trouvé l'empreinte de Vigoa sur un projectile dans l'une des armes du placard de Cisneros. Oscar Cisneros fut détenu provisoirement au centre correctionnel de Clark County. Les procureurs avaient l'intention de se servir de ses aveux contre les autres voleurs. Notre dossier était solide. On avait obtenu les aveux de Cisneros, on avait toutes les preuves matérielles, les armes à feu, l'argent et les vêtements trouvés dans le placard. On était donc sûr que l'affaire était dans la poche. Mais un événement allait mettre l'heureuse conclusion de l'affaire en péril. À Las Vegas, les enquêteurs avaient arrêté 3 hommes soupçonnés d'une série de vols violents. José Vigoa, le présumé chef de la bande. Son beau-frère, Pedro Duarte. Et Oscar Cisneros, qui était passé à table et qui avait également fourni le nom d'un 4e complice, Luis Suarez. Mais le 7 octobre 2000, l'affaire prit une tournure dramatique quand on trouva Cisneros pendu dans sa cellule. L'agent spécial Richard Beasley du FBI. Les agents qui ont enquêté sur le suicide au centre correctionnel nous ont dit que Vigoa avait envoyé de nombreux messages à Cisneros, l'enjoignant à faire ce qu'il fallait selon ses termes. Je crois que Cisneros ne voulait pas entraîner sa famille dans d'autres problèmes et qu'il ne voulait pas faire face à ces accusations. Il a donc choisi le chemin le plus facile et il s'est tué. Après le décès de Cisneros, ses aveux devinrent irrecevables devant les tribunaux. L'équipe du procureur se tourna alors vers les sciences judiciaires pour démontrer la culpabilité des autres voleurs dans les crimes. Les cellules d'ADN recueillies sur la bouteille vide et les cagoules prouvèrent que Vigoa, Duarte et Suarez avaient bel et bien commis ces crimes. Quant au sang, il provenait de Cisneros, décédé depuis peu. Pendant que les procureurs se préparaient pour le procès, des agents retrouvèrent la trace du 4e complice, Luis Suarez, qui s'était caché en Floride. L'agent spécial Brett Shields. On est allé en Floride. On a démontré que son alibi ne tenait pas la route. Il a finalement été arrêté pour ce crime. À l'automne 2003, 5 ans après le début de la série de vols, le procès de Suarez, Duarte et Vigoa s'ouvrit à Las Vegas. Luis Suarez négocia un aveu pour un chef d'accusation de vol à main armée et il écopa d'une peine d'emprisonnement de 6 à 15 ans. Pedro Duarte fut reconnu coupable, entre autres, de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre et il obtint une peine de réclusion de 16 à 70 ans. Pour s'éviter la peine de mort, José Vigoa plaida coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré et à 44 autres chefs d'accusation. Il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Grâce aux efforts de 3 corps de police, on a pu faire condamner une bande de voleurs brutaux.
Cette affaire a été résolue non pas par le FBI seul, mais bien grâce à la collaboration entre le FBI, le service de police d'Henderson et celui de Las Vegas. Conclure une enquête comme celle-là vous apporte une satisfaction profonde. De plus, il y avait eu de nombreuses victimes, pas seulement les gardiens de sécurité, mais aussi leurs familles et les employés des casinos, en plus de tous ceux qui ont subi un traumatisme en assistant aux attaques des fourgons blindés des casinos. Beaucoup de gens ont été affectés par cette histoire. Le fait de pouvoir arrêter ces types a été une grande récompense pour moi. Et la prochaine fois que quelqu'un menacera la sécurité des citoyens de Las Vegas, la police et le FBI seront au poste pour l'arrêter.